C'est l'heure de la chronique de Bélir, votre programme hebdomadaire consacré au regard affûté de Bélir Nabli sur l'actualité. Bélir Nabli, que vous connaissez très bien, il est professeur des universités en droit public et cofondateur de Chronique, un collectif engagé dans le débat public. Une fois par semaine, il nous parle de politique nationale et internationale avec un fil rouge, le droit public, le droit international. Sert-il encore de boussole dans notre monde tourmenté? Chaque semaine, dans cette émission, vous aurez droit donc à l'éclairage de Bélir Nabli. Et au sommaire de cette émission, Emmanuel Macron va-t-il devoir démissionner? Après la tempête politique qui s'abat en ce moment sur le gouvernement Barnier, l'exécutif n'a plus de fusible à débrancher, sinon lui-même. Et les appels à la démission ou à la destitution d'Emmanuel Macron se font de plus en plus insistants et de plus en plus entendre au sein des partis de l'opposition, de LFI à LR, en passant par les centristes. Alors le départ d'Emmanuel Macron, est-ce la suite logique de cette séquence parlementaire de fin d'année? On en parle dans un instant avec Bélir. Et en seconde partie de cet échange, on évoquera l'actualité à Gaza et une question affligeante au regard du bilan en pertes humaines des frappes israéliennes depuis le 7 octobre 2023. Pourquoi le déni du génocide persiste-t-il? Élément de réponse, comme toujours, dans cette chronique de Bélir Nabli. Bonsoir Bélir. Bonsoir. Alors on va parler, donc je le disais, de politique nationale. Michel Barnier qui se retrouve sur la sellette 3 mois seulement après sa nomination à Matignon, un ébranlement politique qui fait revenir sur le devant de la scène la question évidemment donc de la destitution d'Emmanuel Macron, voire de sa démission tout simplement. Cette question précise de la destitution, celle de la destitution avait été poussée, on se souvient, il y a quelques semaines par les Insoumis. On se souvient qu'il y avait eu une proposition de loi de LFI dans ce sens qui a été examinée en commission des lois et largement rejetée par 54 députés sur les 69 qui avaient pris part au vote. Mais la donne pourrait avoir changé. C'est en tout cas ce que veut croire le coordinateur de LFI, Manuel Bompard. On l'écoute. Je pense que c'est le départ du président de la République qui permet de débloquer cette situation. Ouais, enfin, vous ne pouvez pas le pousser au départ. J'ai le droit de défendre le point de vue qui est le mien. Mais tant qu'il ne démissionne pas, va bien falloir trouver un gouvernement. C'est pas tout à fait vrai. Vous savez, il y a une procédure qui s'appelle la procédure de destitution du président de la République que nous avons engagée avec mes collègues de la France Insoumise depuis maintenant plusieurs mois. À l'époque, la destitution n'a pas pu être débattue à l'Assemblée nationale parce que Mme Le Pen s'y est opposée, le Rassemblement national s'y est opposé. Je pense que c'est ce sujet qui va monter en puissance. Et j'observe d'ailleurs que la semaine dernière, M. Copé, qui n'est pas de ma famille politique, a dit la même chose que moi. Il n'y a pas appelé à une destitution, il a appelé à une démission. Il a appelé à la démission du président. Oui, mais pas une de la destitution, République. c'est pas la même chose. Je suis d'accord, mais au départ du président de la République, M. De Courson, qui n'est pas de la même famille politique que moi, a dit la même chose. Mais pareil, démission. Et j'ai vu tout à l'heure, oui, je vous parle de la démission, pas de problème, la démission. Alors, la question donc d'une démission, d'une destitution est de plus en plus abordée et de surcroît, 63% des Français, c'est un sondage qui nous l'apprend, 63% des Français seraient favorables à une démission d'Emmanuel Macron en cas de censure du gouvernement Barnier. Est-ce que la question devient de plus en plus incontournable, Bélir ? Alors, c'est une question qui a sa part de légitimité et ça répond à une forme de rationalité aussi. Et en même temps, elle peut surprendre au regard de la logique institutionnelle et constitutionnelle. Je m'explique. D'un côté, d'après la Constitution de la Ve République, le président de la République, on ne peut pas engager sa responsabilité politique. Le seul organe exécutif qui peut voir sa responsabilité engagée, c'est le gouvernement. Et c'est ce qu'on voit à travers la séquence actuelle, puisqu'une motion de censure a été déposée par des parlementaires pour faire tomber le gouvernement Barnier. Et pourtant, on a en même temps, de l'autre partie, donc, le fait que derrière le gouvernement Barnier, celui qui peut apparaître comme le véritable responsable du chaos institutionnel et politique, en tout cas l'impression qu'on a au regard de notre vie politique, eh bien le véritable responsable, c'est le président Macron, parce certains considèrent qu'en vérité, le fait qu'il ait exercé son droit de dissolution est à l'origine,
ou constitue ce qu'on pourrait qualifier le péché originel de cette séquence faite de confusion et d'instabilité. Donc il y a deux logiques contradictoires, la logique institutionnelle et constitutionnelle qui protège le président de la République parce qu'apparemment on ne peut pas engager sa responsabilité politique, sauf article 68 et procédure de destitution, sur laquelle je reviendrai, et de l'autre, une réalité et ce sentiment qui traverse également l'opinion publique, suivant lequel, finalement, le premier responsable de cette situation de confusion générale et de blocage, c'est le président de la République. Donc voilà, il y a deux logiques. Et il faut voir comment, finalement, le premier acteur, le premier interprète, finalement, de cette séquence réagira aux demandes, à la montée de la pression, à savoir le président Macron. On le dit imperméable à la pression et à ce type de suggestion. On verra. Et pour clore un peu cette première question, il y a cette question, cette perspective qui est la démission. Alors, premier élément, a priori, on ne peut pas forcer le président à démissionner. C'est une décision qui lui revient à lui, d'abord et avant tout, parce que, précisément, on ne peut pas engager sa responsabilité politique. Mais reste effectivement cette procédure exceptionnelle, et en la matière, il n'y a pas de précédent sous la Ve République. Cette procédure exceptionnelle prévue par l'article 68, où, dans le cas où le président de la République, finalement, violerait ses devoirs constitutionnels ou des devoirs qui seraient inhérents à l'exercice de sa fonction, eh bien, pourrait se voir destitué par les parlementaires ou au terme d'une procédure essentiellement de nature parlementaire. Bon, c'est ce qu'a essayé d'initier donc le groupe LFI. Et c'est ce qu'il essaye aussi de réactiver dans un contexte qui est nouveau, puisqu'il faut rappeler qu'à l'époque, c'était essentiellement lié au fait que le président Macron ne se soit pas plié à la logique institutionnelle en nommant première ministre Madame Castet en tant que représentante de la coalition NFP. Là, on est dans une autre configuration, ce qui serait... Alors, on ne sait pas sur quel motif... par exemple, LFI pourrait justifier aujourd'hui la destitution du président de la République, parce que dans le discours politique, dans le débat politique, il n'y a pas que LFI qui évoque l'hypothèse. Il y a Charles de Courson qui l'a exprimé, il y a M. Copé, des personnalités plutôt de droite. On va tous les écouter. Parfait. D'ailleurs, et on va commencer par le responsable d'un parti qui, idéologiquement, serait à placer plutôt proche de la Macronie, puisque ce sera Hervé Morin qu'on va écouter, le président du parti Les Centristes, qu'on imagine idéologiquement proche de la Macronie, mais même ces partis qui étaient traditionnellement en accord avec la politique d'Emmanuel Macron commencent à la remettre en question. On écoute Hervé Morin. Mais est-ce que vous aussi, vous appelez à la démission d'Emmanuel Macron ? Ah oui, j'ai déjà dit ça il y a 8 jours sur une autre antenne. J'ai dit que la seule solution sera, si on ne va pas perdre 2 ans et demi dans la situation dans laquelle est le pays, au bord probablement d'une récession, parce que je vous rappelle que le principe de l'économie, c'est la confiance, et qu'aujourd'hui, moi qui suis dans la première région industrielle de France, je vois bien que tout l'investissement industriel est en train de s'arrêter, que la consommation est au plus bas, plus des secteurs qui sont en grande difficulté comme l'automobile ou le bâtiment. Et donc on voit bien qu'entre la situation économique probable du pays au début de l'année prochaine et la situation politique, la seule façon de s'en sortir, c'est qu'on ait le plus rapidement possible une élection présidentielle qui fasse qu'on retrouve un chemin normal avec des hommes et des femmes responsables complètement et totalement. Alors Bélir, la symbolique est assez forte de voir des gens qui idéologiquement sont proches d'Emmanuel Macron, mais qui ne comprennent plus sa politique et qui, même avec des explications, des justifications comme Hervé Morin sur le terrain économique notamment, demandent à ce qu'il démissionne. Alors, c'est pas si surprenant si on s'en tient finalement à la séquence parlementaire depuis la dissolution, et qui s'est caractérisée par quoi ? Par l'absence de véritable socle commun. Derrière le pseudo-socle commun qui était censé soutenir le gouvernement Barnier, on a bien vu que celui-ci n'existait pas dans la mesure où il y avait des tensions, des divergences, des oppositions, des luttes intestines, qui expliquent en grande partie aussi finalement
la motion de censure. C'est le sentiment de faiblesse du gouvernement Barnier. Et deuxième élément, pour souligner aussi le caractère assez, limité, en fait, de l'argument avancé par M. Morin. Lui, il avance l'idée pour justifier la démission du président Macron et de nouvelles élections, la situation économique du pays. Le problème, c'est que si on organise une nouvelle élection et qu'on élit un nouveau président de la République, on ne peut pas dire que ça va être une source de confiance pour autant, en tous les cas, vis-à-vis des opérateurs économiques ou des investisseurs étrangers. Je veux dire, si on avance comme premier argument la confiance des investisseurs et des opérateurs économiques, on voit bien que c'est limité comme argument parce que l'élection en tant que telle d'un nouveau président de la République ne sera pas un gage de confiance et ne répondra pas à cette urgence-là. Non, l'urgence, c'est d'apporter une offre politique et donc un programme économique et social qui puisse, pour le coup, initier une nouvelle dynamique, une confiance dans la population, etc. La crise de confiance, justement, va bien au-delà de la situation économique. C'est vraiment toute la politique, à la fois socio-économique, qui est devenue totalement illisible depuis la réélection en 2022 jusqu'à aujourd'hui. Oui, et dans le prolongement de cette idée, il faut garder à l'esprit le calendrier institutionnel et électoral. Si on a une élection présidentielle dans les semaines ou mois à venir, le prochain président aura également à gérer une situation politique inextricable, la même qu'aujourd'hui, au niveau parlementaire en tous les cas. Donc avec l'inexistence d'une majorité parlementaire le soutenant a priori, sauf à ce qu'il puisse dégager une coalition qui s'autoproclamerait comme une coalition parlementaire et présidentielle, ou une majorité parlementaire qui serait en même temps une majorité présidentielle. Mais là, a priori, on ne voit pas très bien quel candidat, a priori, pourrait se transformer en président élu fort d'une majorité à la fois parlementaire et présidentielle. Tout cela reste assez hypothétique. Sachant que de surcroît, la justification, l'intérêt même d'une dissolution se repose à nouveau. C'est que quelle force politique va-t-on voir au devant de la scène maintenant que les Républicains sont manifestement en échec? On va écouter aussi l'une des personnes qui compte dans ce parti, les Républicains, c'est Jean-François Copé, qui apparemment lui aussi réclame la démission du président de la République. On est tous, de LFI au RN, en passant par LR et les macronistes, on est tous victimes de cette dissolution qui ressemble à rien et dont on paye tous les jours le prix. Bon, il n'y a plus qu'une solution pour résoudre le problème, qu'une seule. C'est une nouvelle élection présidentielle, il faut qu'elle soit anticipée, parce qu'il n'y a que Emmanuel Macron qui ne s'est pas rendu compte, mais il va bien falloir qu'à un moment ou un autre, ses amis ou ceux qui l'aiment bien le lui disent, il ne s'est pas rendu compte qu'il ne peut pas tenir jusqu'en 2027. Bon, mais c'est pas possible, il faut arrêter de se mentir, juste parce que c'est impossible. C'est important. J'ai envie de te demander à quoi jouent les Républicains. Ils étaient bien contents il y a 3 mois d'accéder à Matignon. Aujourd'hui, ils se rendent compte que c'était en fait mission impossible. Ils se retrouvent dos au mur et réclament eux aussi la démission d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est compréhensible? C'est compréhensible si on a à l'esprit l'objectif d'un tel discours. L'objectif, quel est-il? C'est de ne pas apparaître comme les premiers responsables de l'impasse, de l'échec du gouvernement Barnier. Donc c'est sauf qui peut, et il y a un transfert de responsabilité vers le président de la République, président Macron. Sauf que c'est vrai, tu as raison de rappeler qu'il y a eu malgré tout un accord politique entre les LR et le président Macron pour finalement constituer un gouvernement autour d'un socle, pas seulement un socle partisan, non, un socle aussi idéologique autour du programme de LR. Et ça s'est manifesté très clairement, non seulement dans la version initiale de la loi de finances, mais aussi dans les priorités du programme législatif annoncé par le gouvernement Barnier, notamment la priorité que représente l'immigration et le retour à l'ordre. Il faut se rappeler des premiers mots d'ordre de ce gouvernement Barnier. Retour à l'ordre, ou l'ordre, comme disait le ministre de l'Intérieur, Retailleau, et de l'autre, l'immigration comme menace existentielle pratiquement pour la France au regard du discours anxiogène du ministre de l'Intérieur. Donc voilà, il y a malgré tout une responsabilité à assumer. Et je noterai même que, eu égard à ce qu'on vient de rappeler,
savoir ce socle idéologique. Peut-être que ce qui explique véritablement aussi l'échec du gouvernement Barnier, c'est de ne pas être allé jusqu'au bout de cette logique, à savoir de tenter une alliance tout simplement entre le RN et LR. C'est-à-dire que la connexion, la jonction, elle existe idéologiquement. Il y a eu des tentatives pourtant. Le Premier ministre a convié à de nombreuses reprises. Surtout, il y a eu Ciotti avant, qui lui a incarné cette jonction pour les élections législatives. Mais le Premier ministre Barnier n'est pas allé aussi loin. Lui, il a négocié dans le dialogue. Et effectivement, tu as raison de le rappeler, que c'est aussi l'une des marques de fabrique du gouvernement Barnier. C'est cette main tendue permanente, ce dialogue régulier avec le Rassemblement national et donc une participation, sa normalisation institutionnelle et politique avec l'échec qu'on connaît. Parce qu'une fois que le RN a pris acte de la dépendance du gouvernement Barnier à son égard, il en a joué jusqu'à être de plus en plus gourmand, à demander de plus en plus de cadeaux, pour reprendre une expression qui a été utilisé par le ministre de l'Intérieur Retailleau, cadeau reconnu au RN. Et donc, c'est une stratégie qui a échoué, mais encore une fois, peut-être parce que, tout simplement, LR n'est pas allé jusqu'au bout de sa logique en nouant finalement ce que beaucoup à droite et à l'extrême droite espèrent, à savoir une jonction, une fusion entre la droite parlementaire et l'extrême droite. Ciotti a franchi le Rubicon. Barnier n'a non, pas officiellement. Je veux dire, il n'appelle pas une alliance. Mais idéologiquement, oui, il joue sur ce terrain. Non, mais idéologiquement, il faudrait rappeler que Ciotti était déjà à la tête de LR. Il pensait avant et après la même chose. Sauf que lui, il a franchi le Rubicon, le seuil, en nouant une alliance électorale. Ce à quoi ne sont pas prêts les autres figures de LR, de la droite parlementaire, M. Copé en tête, mais pas parce que... Enfin, je ne pense pas que ça soit pour des raisons fondamentalement idéologiques, tant la proximité est manifeste. Je pense surtout que c'est une question de perspective politique, de leadership. Si aujourd'hui le RN est tellement puissant et le rapport de force est tellement favorable au RN face à LR que s'ils nouent un accord avec le RN, ils accéderaient en partie au pouvoir, mais sans avoir aucune perspective pour quelqu'un comme Laurent Wauquiez, notamment, d'être le candidat d'une telle coalition. Est-ce que le Rassemblement national sort un petit peu vainqueur de cette séquence ? Parce que eux aussi, le parti d'extrême droite parle aussi de démission, à demi-mot de démission, alors que lorsque cette proposition de LFI a été débattue en commission des lois, ils avaient voté contre. Est-ce que, au final, et encore une fois, au niveau de leur image, ils sortent quand même vainqueurs de la séquence politique parce que rapportés, ou du moins considérés comme ceux qui s'opposent le plus à la politique d'Emmanuel Macron, alors que de fait, on les a vus dans des compromissions de temps en temps avec cette même politique. Par rapport à leur programme ou par rapport à ce qui est attendu par leur électorat? Oui, c'est sûr. En fait, ils ont joué de manière très habile. Dans un premier temps, ils ont joué la carte du dialogue avec le gouvernement en essayant d'obtenir le maximum et pour apparaître précisément comme un groupe politique tout à fait institutionnalisé, normalisé, institutionnalisé, accueilli plus ou moins officiellement à Matignon, soit par des coups de téléphone avec le Premier ministre lui-même, soit en étant accueilli par des conseillers du Premier ministre Barnier. Bref, la connexion fut permanente et régulière entre les deux entités. Et puis, dans un deuxième temps, voyant bien qu'il y avait peut-être un piège qui pouvait se refermer sur le RN en apparaissant comme co-responsable de la politique gouvernementale et co-responsable de la loi de finances à venir, a préféré rompre avec cette stratégie, en tous les cas à la réadapter, eu égard précisément, alors avec d'autres objectifs, celui d'incarner une alternative. Parce qu'ils sont, même s'ils exercent indirectement une partie du pouvoir, ils ne sont pas à Matignon ni
ni à l'Élysée, et que par conséquent, l'objectif étant bel et bien d'accéder au pouvoir, il faut y accéder directement et en l'incarnant. Et pour arriver à cet objectif, il faut continuer, tout en se notabilisant, continuer à incarner une alternative au pouvoir institutionnel en place. Et donc c'est cette équation un peu délicate qu'a essayé de gérer Marine Le Pen et ses troupes, avec un élément à ne pas sous-estimer, même si on a du mal à le mesurer dans ce qui s'est joué ces derniers jours. Ce sont les réquisitions du parquet dans le procès du RN et de Marine Le Pen. Même si on aurait pu s'y attendre, et Marine Le Pen en tête, eu égard aux faits incriminés et qui ont été relatés tout au long du procès, il y a eu une onde de choc et un trauma vécu par Marine Le Pen à l'écoute des réquisitions, avec la perspective d'être automatiquement inéligible dès que la décision de justice sera rendue en mars, si j'ai bien compris, ou en avril prochain. Et donc la perspective de voir se refermer les portes de l'Élysée. Et en établissant ou en plaquant à ces réquisitions, à l'endroit de sa personne et des cadres du RN, en plaquant une lecture politique. Pour elle, les réquisitions du procureur, en fait, sont la traduction d'une immixtion politique, ou qu'il y a une lecture politique et une parole politique qui s'est exprimée à travers ces réquisitions. Elle l'entend, elle le perçoit comme tel. Donc elle s'est sentie agressée politiquement, et d'une certaine manière, elle a voulu, en réaction, montrer qu'elle pouvait répondre par un acte d'autorité, celui de faire tomber le gouvernement, et ne pas apparaître comme complètement victime de la situation et passive, voire impuissante. Alors, la question donc, de la destitution, les macronistes en font assez fi depuis quelques semaines. Et pourtant, Charles de Courson, qu'on va écouter, nous explique que ce n'est pas un tabou. La démission d'un président de la République, c'est déjà arrivé. Et Charles de Courson, le député, nous l'explique. On va l'écouter. Quand il y a une crise politique, qu'est-ce que faisait le général de Gaulle ? Un référendum. Soit un référendum, c'est une démission. Mais un référendum ne résoudra pas notre affaire. Voilà. Et lui, il a eu le courage de démissionner. Donc vous appelez à la démission d'Emmanuel Macron ? Ah ben je dis, c'est au président. Qui est à l'origine du chaos politique ? C'est bien le président de la République, lorsqu'il a fait cette dissolution que même ses propres amis n'ont pas comprise. Donc vous lui dites ce matin, le seul moyen de sortir de cette crise, Monsieur le Président, c'est de démissionner. Mais bien sûr, qu'il respecte le vote des Français. Voilà, il y a un précédent, et le fait qu'un président de la République qui ne trouve plus d'issue politique choisisse la démission, ce n'est pas un déshonneur total, en quelque sorte. Ce que nous explique Charles de Courson, c'est que la démission, quand il n'y a plus de solution politique, est tout à fait possible. Oui, alors, il faut quand même clarifier les choses. Il faut distinguer la destitution de la démission. La destitution, elle contraint le président à démissionner. Il n'a pas le choix. Alors que la démission dont on parle et dont il parle renvoie à la forme de responsabilité et à l'éthique du principal concerné, à savoir le président de la République, qui est amené à faire un examen de conscience et une analyse de la situation politique pour en tirer les conséquences et démissionner. Ce qui renvoie en réalité effectivement à une représentation gaullienne des institutions et de la politique plus largement. Parce que autant il n'y a pas de précédent pour ce qui est de la destitution, autant il existe un précédent pour ce qui est de la démission, puisqu'effectivement, en 1969, le général de Gaulle a démissionné parce que les résultats du référendum qu'il a initié n'étaient pas ceux qu'il attendait. Et donc, il a ressenti... il a perçu ces résultats du référendum de l'époque comme un désaveu. Et le fait d'être désavoué par le peuple souverain l'amener, selon lui, à démissionner et en prendre donc toutes les conséquences. Le problème, c'est que cette lecture gaullienne n'est plus à la mode. Et ça ne date pas du président Macron. Parce que, rappelez-vous, le président Chirac, en 2004, avait initié
un référendum autour du traité établissant une constitution pour l'Europe. Il s'était engagé en faveur du oui à l'époque. Les Français ont voté en majorité pour le non. Et malgré ce résultat, il n'a pas démissionné, alors même que ce résultat tendait manifestement à le désavouer. Donc il y a un précédent de ce côté-là, à savoir qu'un président ne tire pas les conséquences d'un désaveu populaire. Et il y a une rupture avec, si j'ose dire, une jurisprudence politique gaulliste ou gaullienne. Et le président Macron semble s'inscrire dans cette lecture-là, à savoir qu'au soir du second tour des élections législatives, il n'a à aucun moment laissé transparaître aucune perspective de démission, qu'à la limite, il ne semble pas concevoir cet échec et l'échec du gouvernement Barnier comme engageant sa propre responsabilité. Donc voilà, là on tombe peut-être dans une sphère qui est plus que politique, même s'il y a de la psychologie naturellement en politique, mais là on en est à... Voilà, et je pense qu'il a la dimension de la psychologie du président Macron qui entre en jeu pour savoir précisément la manière dont il ressent et analyse la situation. Quel rôle peut jouer l'opinion publique dans cette situation et cette épée de Damoclès au-dessus peut-être d'Emmanuel Macron lui-même? Je parlais tout à l'heure du sondage qui donne 63% de Français favorables à une démission, je précise, à une démission d'Emmanuel Macron. Quel rôle peut jouer l'opinion publique, sachant qu'en plus, on a vu aussi ce site qui a été lancé par les Insoumis, le site qu'on pourra voir à l'écran, le site Macron Destitution, qui a collecté près de 400 000 signatures bientôt en faveur de la destitution cette fois-ci. Que peuvent faire les citoyens pour pousser à un changement profond et radical de pouvoir qui, pour eux, serait illustré par un départ du chef de l'État? Disons, alors, par esprit de contradiction, pour ne pas dire de provocation, on pourrait aussi les prendre à contre-pied en considérant que dans une séquence, dans une période aussi instable, on a besoin peut-être d'un élément de stabilité incarné précisément par celui qui est censé incarner la continuité de l'État et la centralité, en tout cas l'institution clé de notre République, à savoir précisément le président de la République. Donc voilà, dans un moment d'instabilité, on a peut-être besoin d'un élément de stabilité, d'autant plus que on aura remarqué quand même la volonté du président Macron, finalement, j'allais dire, de se mettre un peu en retrait. Il ne prend plus autant la parole sur la vie politique française. Voilà, il se concentre sur la scène internationale. Il ne veut pas s'immiscer dans le programme gouvernemental, commenter les initiatives du Premier ministre, etc. Donc voilà, il y a quand même cet élément à souligner. Est-ce que dans un moment de grande instabilité, est-ce que la première initiative, le premier réflexe doit tendre à nourrir un peu plus l'instabilité? Bon. Et en même temps, il faut bien prendre acte, dans une démocratie, le souverain, c'est le peuple. Et si le peuple, à travers l'opinion publique, il faut naturellement distinguer les deux, parce qu'ils ne se sont pas exprimés par l'exercice de leur suffrage. Donc on va s'en remettre aux enquêtes d'opinion qui laisseraient transparaître cette volonté majoritaire d'une démission présidentielle. Il ne peut pas être insensible. Il ne peut pas être insensible pour au moins une raison. C'est qu'il est affaibli en termes de légitimité démocratique. Certes, il a été élu démocratiquement, suivant les règles. Il n'y a pas si longtemps que ça, à peine 2 ans, je pense, maintenant. Le problème, c'est que non seulement il y a eu des élections, et pas seulement législatives, des élections européennes qu'il ne faut pas minorer. Aussi, quant à leur sens, à leur portée, au message qu'elles ont porté, savoir donc des élections européennes et des élections législatives qui ont comme signification finalement le rejet du macronisme, le rejet de ceux qui incarnent et représentent Emmanuel Macron. Et de plus, il se retrouve aujourd'hui non seulement sans assises, sans majorité parlementaire, mais aussi il se retrouve confronté en plus à un rejet populaire.
Et ça, c'est une innovation par rapport aux périodes de cohabitation qu'on a connues. Pendant les cohabitations qu'on a connues, bien que le président de la République, Mitterrand et Chirac, pour ne pas les citer, à l'époque, ils n'avaient pas de majorité parlementaire, ils étaient plutôt isolés donc, et affaiblis politiquement, mais ils n'étaient pas rejetés par l'opinion publique. Au contraire, progressivement, ils ont réussi à incarner quelque chose, savoir justement cette force tranquille, gage de stabilité, de continuité de l'État, etc. Et donc, ils ont gardé une forme de cote non négligeable auprès de l'opinion publique. Là, on a un président vraiment qui est dans une dynamique négative, qui n'arrive non seulement pas à convaincre ses troupes, ses propres troupes, mais qui en plus est de plus en plus rejeté. Affaire à suivre, on en reparlera certainement au terme de cette séquence politique avec l'instabilité aussi vécue par Michel Barnier et son gouvernement. On passe au second sujet de cette chronique, Bélir. On va parler de Gaza. Après l'émission donc des mandats d'arrêt contre Benyamin Netanyahou, après les nombreuses constatations d'ONG, d'institutions internationales sur le nettoyage ethnique, les dizaines de milliers de morts à Gaza, on a encore dans l'opinion publique en France, à l'international, un déni du génocide, un déni même du droit international, de la justice internationale. On va écouter dans ce sens François Ruffin, qui était l'invité de nos collègues de l'Humanité. Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas de génocide pour ce qui se passe à Gaza ? Je considère que... est-ce qu'il va y avoir une extermination des Palestiniens ? Non. C'est pas ça le sujet. En revanche, ce qu'il y a, c'est une volonté de destruction de la société palestinienne, de destruction de sa culture. Et du peuple aussi. De destruction de son peuple en le faisant éclater en différents lieux. Il y a une volonté non pas d'extermination. Le génocide, pour moi, ça signifie l'extermination de tous les habitants. Heureusement, on n'en est pas là. Maintenant, dire que de manière constante, parce que vous dites ce qu'on n'a pas dit, ce qu'on dit de manière constante, c'est quand même que, évidemment, nous sommes pour un cessez-le-feu immédiat, évidemment, nous sommes pour un État palestinien, et évidemment, nous sommes pour la fin de la livraison d'armes à Israël, évidemment, nous sommes pour que l'UNRWA puisse faire son travail sur place. Je veux dire, tout ça relève... Toutes les grandes institutions parlent aujourd'hui d'un risque de génocide. Ils disent qu'il y a une possibilité de génocide. Oui. Même Dominique de Villepin en parle. Ouais, ils ne disent pas, le génocide est là. Et donc, en disant, nous citons l'ONU, quand l'ONU parle de génocide, nous citons l'ONU quand il dit qu'il y a la possibilité d'un génocide qui arrive, on cite l'ONU quand l'ONU dit que c'est une situation apocalyptique qui se déroule à Gaza. Maintenant, je pense que le sujet, c'est pas dans la sémantique, d'accord ? Je pense que le sujet, c'est aujourd'hui comment on pense que la France peut agir. À croire que la sémantique serait vide de sens, Bélir, le sujet ne serait pas l'extermination, ce ne serait pas le génocide. Est-ce que tu comprends cette sortie médiatique ? D'abord, c'est une question sérieuse. Et effectivement, il faut faire attention à l'utilisation d'un mot aussi chargé symboliquement, historiquement, et j'allais dire même politiquement. Sur ça, il n'y a aucun problème. Sur ce point. Par contre, il y a quand même, encore une fois, une boussole qui est censée nous permettre d'avoir un dialogue avec un langage commun, où on puisse se comprendre. Cette boussole, c'est le droit international. Il existe précisément une définition du génocide qu'on a rappelée maintes fois ici, et qui vient contredire frontalement, manifestement, le bougli-bougla qu'on vient d'entendre... et qui vient de sortir de la bouche, enfin qui est sorti de la bouche de M. Ruffin, parce qu'il considère, lui, que pour qu'il y ait un génocide, il faut une extermination des Palestiniens, donc une extermination totale. Ce qui est absolument faux au regard de la Convention sur la prévention du génocide, dont la définition est elle-même reprise par l'article 6 du statut de Rome, le traité qui crée la Cour pénale internationale, et qui souligne bien que l'extermination d'un groupe pour ce qu'il représente, un groupe racial, ethnique, religieux, etc., dans sa totalité, ce n'est pas une exigence préalable à la qualification du génocide. Il suffit qu'une partie de ce groupe soit visée, ciblée, ou fasse l'objet
d'une telle extermination pour que la qualification soit légitime. Il suffit de regarder les précédents génocides des Tutsis. Bien sûr. Ce ne sont pas tous les Tutsis qui ont été Bien massacrés. Bien sûr, mais je ne voudrais pas revenir sur des éléments qui me paraissent extrêmement évidents, mais qu'un responsable politique qui, en plus, une certaine idée de lui-même, qui considère qu'il a un destin national, puisse tenir des raisonnements aussi inconsistants, contradictoires, ça nous renvoie aussi à autre chose. Hein. C'est à la fois l'incapacité de notre classe politique à assumer ce qui se passe à Gaza et assumer une part de responsabilité, premièrement, et aussi, disons-le, une forme de niveau de notre classe politique qui, dès qu'il s'agit de tenir un raisonnement qui tienne un tant soit peu, pour la plupart, en tout cas pour M. Ruffin en l'espèce, dans ce cas-là, voilà une forme d'incomplétude ou d'insuffisance. Mais comment expliquer ce déni? On en parlait dans notre dernière émission, un petit peu avant qu'on apprenne que la France voulait octroyer une certaine immunité, à Benyamin Netanyahou. Comment expliquer que tout soit remis en question alors que les preuves d'une situation d'urgence à Gaza ont été maintes fois présentées, étayées, et même aujourd'hui par toutes les institutions internationales? Comment expliquer qu'en France, notamment, il y a une classe politique qui soit autant dans le déni? Alors, ça se pose pas exactement dans les mêmes termes que par rapport à ce qu'on vient d'entendre, mais on retrouve là effectivement quelque chose qui relève du déni. Mais je dirais peut-être que c'est encore plus grave d'une certaine manière, parce que par exemple, Ruffin, on ne sait pas s'il croit ce qu'il dit. Là, la diplomatie française sait très bien ce qu'elle fait. C'est-à-dire que lorsqu'elle reconnaît une immunité à Benyamin Netanyahou, eu égard, soi-disant, à un statut de chef d'État qui lui serait reconnu et qui, d'après la diplomatie française, en tout cas le communiqué qui a été rendu public, serait source d'immunité précisément, et sachant que cette immunité à l'égard des chefs d'État ne vaut plus précisément depuis l'entrée en vigueur du statut de la CPI, notamment depuis que la Cour a rendu un arrêt de 2014 où elle a tranché clairement, explicitement, que cet argument, cette exception ne valait pas à son égard et que cette information n'a pas pu échapper à notre diplomatie. On voit bien qu'on est au-delà du déni. Là, on est carrément dans une forme de désinformation, une volonté de mal informer, de désinformer, donc, et pour justifier l'injustifiable au regard de notre tradition, dans notre rapport au droit international, qui consiste précisément à en respecter la lettre et l'esprit. Et là, on a exactement le contraire. Au nom d'intérêts qui ont été perçus comme tels par Emmanuel Macron, à savoir la volonté farouche d'apparaître comme un intermédiaire qui a pu peser dans le cessez-le-feu fictif au Liban, apparaître donc comme un acteur qui n'en est pas un, en fait, dans cette région du Nord. C'est le feu qui n'en est pas un non plus. Voilà. Eh bien, on a cédé sur quelque chose qui fait partie de l'identité de la France sur la scène internationale, à savoir d'acter, de fonder son action sur le droit international. Là, on a cédé sur cet élément au nom de quelque chose qu'on n'a même pas obtenu. Donc l'échec est à la fois moral et politique. Une toute dernière question avant de conclure cette émission. L'arrêt de la Cour internationale de justice parlant d'un risque de génocide date de janvier dernier, c'est-à-dire il y a quasiment un an, bientôt un an. Aujourd'hui encore, le mot génocide a du mal à être employé, alors qu'on sait que depuis, Israël n'a pas cessé de bombarder la bande de Gaza, qu'il y a eu des études comme celle de Lancet et d'autres qui accréditent la thèse de beaucoup plus que les bilans que nous communique le ministère de la Santé de la bande de Gaza.
on a un collègue à toi, Pascal Turlan, qui est juriste international, qui publie une tribune dans le journal La Croix, tribune dans laquelle il dit qu'il faudrait que le fait d'asséner le mot génocide, on va voir un extrait de cette tribune, le fait d'asséner le mot génocide sans mesure risque de rendre inopérante cette qualification juridique. Je rappelle que Pascal Turlan est ancien conseiller au bureau du procureur de la CPI, peut-être en d'autres temps pour la CPI, une époque un peu où elle était un peu plus controversée. Comment expliquer qu'aujourd'hui encore ce terme ne soit pas appliqué à ce qui se passe à Gaza? Est-ce qu'il faut un nouvel examen de la part de la CIJ? Non, en fait, le propos du collègue, comme tu dis, il s'entend en soi. On ne peut pas mobiliser la notion et la qualification juridique de génocide sans un minimum de sérieux. Et sur ce point, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est que le fondement est sérieux en l'espèce. Le fait de qualifier ce qui se passe à Gaza de génocide est tout à fait justifiable. On peut l'argumenter. Et si la Cour internationale de justice, il y a un an, n'a parlé que de risques plausibles, c'est parce qu'elle ne pouvait pas reconnaître dans un premier temps qu'il y avait génocide. Ce n'est pas son rôle. Dans un premier temps, la décision sur le fond, quant à savoir s'il y a génocide ou pas, sera rendue dans quelques années. Et là, elle va trancher. Mais la question qui lui était posée, était de savoir précisément s'il y avait un risque. Elle a répondu oui, il y a un risque. Et voilà ce que je propose pour éviter la survenance du génocide. Et elle a établi une liste de mesures conservatoires, comme on dit, c'est-à-dire de mesures à prendre pour éviter le génocide. Donc l'accès de l'aide humanitaire, la fin donc du blocus total, la fin des bombardements sur les civils, etc., etc. Le problème, c'est que près d'un an plus tard, ces mesures conservatoires n'ont pas été respectées. Logiquement, on peut en déduire que le risque n'a pu que se renforcer. D'autant plus que un rapport d'experts onusiens, un rapport à minima au moins, on ne les compte plus, est venu étayer l'hypothèse en disant voilà, ce qui se passe à Gaza relève d'une situation génocidaire. Amnesty International est sur le point de rendre un rapport extrêmement important, extrêmement étayé sur précisément la situation à Gaza et allant également dans le sens de cette hypothèse. Bref, voilà, qu'il faille prendre cette qualification avec une certaine précaution, oui, ça va de soi, il faut rester rigoureux intellectuellement pour justement être d'autant plus convaincant si on considère que la situation est tellement grave qu'elle relève effectivement d'une situation génocidaire. Merci beaucoup, Bélir, pour tes explications et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Et vous le savez, peut-être le média a engagé sa campagne de dons et d'abonnements de fin d'année, une campagne qui vise à nous permettre de rester debout ici aux médias et de mener la bataille des idées dans un contexte de fascisation, il faut le dire, des sphères politiques et médiatiques. Nous avons déjà recueilli un peu plus de 45 000 €. Mais ce n'est malheureusement pas suffisant. Si vous le pouvez, allez sur le site internet lemediatv.fr/soutien et donnez-nous de la force, donnez-vous de la force, restez connectés aux médias.